à toutes et à tous. Le micro marche bien. Eh bien, bienvenue. On est vraiment très heureux de vous accueillir ici au studio 104 de la Maison de la Radio pour ce nouveau débat des rencontres capitales. Rencontres capitales organisées par le groupe de presse professionnel AEF qui est spécialisé dans les questions socio-économiques mais aussi entre autres politiques, éducatives et environnementales. Alors notre débat est vraiment on ne peut plus d'actualité. La démocratie est-elle un modèle politique en danger? Pour en parler, Agnès Calamard, secrétaire générale d'Amnesty International, qui a toujours été très engagée sur la défense des droits humains. Alors évidemment, on ne présente pas Amnesty International, on ne présente plus. Agnès Calamard a aussi été notamment rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. C'est bien cela. Darline Cottière, directrice de la Maison des journalistes, qui dirige cette maison depuis plusieurs années, depuis plus de 10 ans. Et la Maison des journalistes, elle, existe depuis 23 ans. Elle accueille et accompagne des journalistes réfugiés en les hébergeant, notamment dans 14 chambres. Mais la MDJ a aussi de nombreuses autres activités, et notamment des activités d'éducation aux médias, l'EMI dont on parle beaucoup, avec une opération renvoyée spéciale où des journalistes exilés vont témoigner dans les classes, mais aussi dans les prisons ou également auprès de la protection judiciaire de la jeunesse. Et puis Patrice Spinozzi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, professeur affilié à l'école de droit de Sciences Po. Patrice Spinozzi est notamment spécialiste des libertés fondamentales et des atteintes aux libertés individuelles. Il a fait publier en mai dernier le livre Menaces sur l'état de droit. Nous aurions dû avoir un quatrième invité, Arnaud Benedetti, qui est le fondateur du comité de soutien à Boualem-Sansal. Il est absent pour une bonne raison. Il est actuellement avec Boualem-Sansal, donc on va le pardonner. Alors, pour ce débat, vraiment, il y a des thématiques qui seront posées à chacun des invités. Dans un propos préliminaire d'environ 5 minutes, je vous demanderai de ne pas trop déborder des 5-6 minutes pour qu'on ait le temps à la fin de vous laisser la parole pour que vous puissiez poser des questions. Et puis, nous laisserons également 2 étudiantes en première année de journalisme de l'ISCPA à Paris, Marie-Chiara Broussard et Chloé Tissot, elles sont au premier rang, vous interroger sur 3 thèmes qui concernent notamment la jeune génération. Et puis donc, je le disais, environ un quart d'heure pour que vous puissiez poser des questions à la fin de ce débat. Je me présente enfin, Albéric de Gouville, je suis directeur adjoint de la rédaction de Radio France Internationale, directeur adjoint chargé de la coordination éditoriale des 4 antennes, car nous avons 4 antennes à France 24, anglais, français, arabe et espagnol. Puis je suis aussi, mais rassurez-vous, il n'y a aucun conflit d'intérêt, je suis aussi président de la Maison des journalistes, dont Darline Cottière est la directrice. Vous le voyez, la parité femmes-hommes est totalement respectée dans ce débat. Un débat, je le disais, on ne peut plus d'actualité avec les attaques contre la démocratie, les dérives autocratiques dans certains pays, à commencer par les États-Unis ou la Hongrie. Une étude publiée l'année dernière par le groupe de recherche The Economist Intelligence Unit sur l'état des démocraties dans le monde était très pessimiste sur l'évolution de ces dernières années. L'étude, il faut le souligner, a été réalisée 1 an avant le retour au pouvoir de Donald Trump. Elle classe 167 pays en 4 régimes, les démocraties complètes, 25 pays, au premier rang desquels la Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Suède, l'Islande et plus généralement la plupart des pays du nord de l'Europe. Les démocraties défaillantes ou imparfaites, 46 pays dont depuis 2016 les États-Unis, mais aussi la France, rétrogradée en 2024 à la 26e position, 3e catégorie maintenant, les régimes hybrides, 36 pays, et enfin les régimes autoritaires, 60 pays, près de 40% de la population mondiale. Et on constate notamment que le nombre de démocraties défaillantes est en augmentation. La démocratie recule, notamment en Europe, en Hongrie, mais aussi en Pologne ou en Turquie. Il y a seulement quelques années, la démocratie était présentée comme un modèle de régime social et politique, de liberté et de prospérité. Ce n'est plus toujours le cas aujourd'hui. Il suffit pour cela d'écouter certaines déclarations de Donald Trump, et même en France,
Une enquête du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, indique que 23% des Français ne sont plus convaincus que la démocratie constitue le meilleur système existant. La chute du mur de Berlin en 1989 avait ouvert la voie à la démocratisation dans de nombreux pays d'Europe de l'Est. 35 ans plus tard, le succès des partis populistes dans plusieurs pays européens inquiète, notamment sur les questions de respect des libertés publiques. Mais pour parler mieux que moi de tout cela, je vais maintenant laisser la parole à nos intervenantes, à nos intervenants, à commencer par Agnès Calamard, qui va notamment évoquer les attaques contre l'État de droit au niveau international. Et puis ensuite, ce sera Darline Cottière et Patrice Spinozzi, bien sûr. Agnès Calamard, c'est à vous. Merci beaucoup. Donc moi, je voulais peut-être remettre cette thématique dans un contexte international et historique pour mettre en avant le fait que selon le travail que nous faisons à Amnesty International, nous n'avons jamais été dans une situation plus catastrophique que celle auquel nous faisons face à l'heure actuelle. On retourne en arrière, on est dans une machine à remonter le temps, je dirais. Vous parliez du mur de Berlin. Donc, je vais citer une autre source, l'organisation de recherche sur la démocratie Videm, basée au Danemark, a conclu que tous les progrès depuis que le mur de Berlin est tombé, tous les progrès ont été annulés. Et nous sommes maintenant dans la même situation que nous étions avant que le mur ne tombe. Avant que le mur ne tombe, avant que l'Union soviétique devienne la Russie, etc. Donc c'est une machine à remonter le temps qui arrive en 1985 par là, mais ce que je tiens à souligner, c'est que pour nous, en fin de compte, cette machine à remonter le temps va beaucoup plus loin. Et nous nous rapprochons beaucoup plus des années 30 que des années 1985. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que depuis 2 ans, nous assistons en direct à un génocide, le génocide des Palestiniens par Israël. Je dis ça parce que depuis 4 ans, nous assistons à l'agression russe de l'Ukraine. Je dis ça parce que de nombreux leaders politiques, en commençant par Donald Trump, ont crié très haut et très fort que tout ce qui a été construit depuis 1948 doit être maintenant reconstruit, si ce n'est tout d'abord détruit. Qu'est-ce qu'on a construit en 1948 sur les cendres de la Shoah et de la Deuxième Guerre mondiale? On a construit un système international et un système de normes que l'on voulait international et qui se voulait universel. Dans ce système de normes, la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de mouvement, la liberté de penser, la liberté de religion, les libertés économiques et sociales, tout cela faisait partie de ce qui a été construit de 1948 à nos jours. La convention contre les discriminations raciales, les conventions contre les violences faites aux femmes, la décolonisation des années 60 et 70 ancrée sur le principe de l'autodétermination des peuples. C'est tout ceci qui, à l'heure actuelle, est non seulement remis en cause, mais détruit sciemment, intentionnellement, par des États, en particulier les États les plus puissants. J'en ai nommé 2, les États-Unis et la Russie, Israël aussi, et l'Union européenne ne fait pas grand-chose pour protéger ce qu'elle a pourtant permis de construire en 1948, pas seulement d'ailleurs au niveau international, mais aussi au niveau européen. Donc l'état de droit, les règles du droit, le système international, le système multilatéral qui permet de s'assurer que
la loi du plus fort, bien sûr, elle a toujours été là, mais qu'elle ne devienne pas une norme, je dirais que depuis 4 ans, la loi du plus fort, c'est celle-là qui prédomine, et il y a une vraie tentative de la part de Donald Trump et de ses alliés d'en faire la norme universelle. Donc l'état de droit est attaqué, il est malmené, il est bafoué, il est ignoré, et ceux qui vont en faire ceux qui vont en être les victimes de ce développement, ce sont tout d'abord les États les plus petits, les États les plus faibles et les citoyens de par le monde. Merci. Merci. Alors vous évoquiez effectivement les remises en cause de l'état de droit. Dans un précédent débat en tout début d'après-midi, François Molins, qui était invité, nous disait que eh bien, les principales cibles des régimes autoritaires, mais aussi quelquefois de régimes démocratiques, comme les États-Unis ou Israël ou la Hongrie, les principales cibles sont la presse, on en parlera avec Darline Cottière, mais aussi la justice. 2 principales cibles, la presse et la justice. Donc, Patrice Spinozzi, vous allez évoquer notamment toujours ces menaces actuelles sur l'état de droit en Occident, mais aussi en France. Oui, je pense que ce qui est important de définir, quand on parle de démocratie, aujourd'hui, la démocratie, elle est évidemment en danger. Et vous parlez de démocratie délabrée. Il y a un concept qui est actuellement très présent, c'est ce qu'on appelle la démocratie illibérale. Ce qui vient d'être dit sur la création de l'ordre occidental après la Deuxième Guerre mondiale est effectivement tout à fait exact. C'est-à-dire que sur les cendres de la guerre, on a voulu, face à l'horreur, en réalité, lier l'ensemble des pays de l'Occident par du droit. On s'est dit, il va falloir que on pose un certain nombre de principes, de grands principes, sur lesquels tout le monde est d'accord, et à défaut d'appliquer ces principes, on ne pourra plus s'appeler une démocratie. Et donc, on a dépassé l'idée que la démocratie, c'était uniquement la légitimité du peuple, c'est aussi l'adhésion à une forme d'ADN, de liberté. Vous avez cité ces grands droits, la liberté de penser, le droit au procès équitable, qu'on retrouve d'ailleurs dans des grandes déclarations. C'est-à-dire que la déclaration des droits de l'homme en Europe en 1950, la déclaration universelle à l'ONU en 1948, c'est le moment où on a besoin de ces grandes déclarations. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est que ce système, qui est le fondement de la démocratie libérale dans lequel on a toujours vécu, et qui est consubstantiel de celui de l'état de droit, il est aujourd'hui remis en cause. Alors, il est remis en cause, comme vous l'évoquez, dans certaines parties du monde, où il y a encore effectivement des dictatures, ça, on a toujours connu ça. Mais ce qui nous touche plus directement, c'est la montée en puissance de ces démocraties illibérales, c'est les régimes qui sont en place aux États-Unis, c'est le régime qui est en place aujourd'hui en Hongrie, c'est le régime qui a été en place en Pologne, c'est le régime qui est en train d'être mis en place en Italie, et c'est une démocratie, c'est-à-dire que les personnes qui sont au pouvoir sont élues, et donc ça n'est pas une dictature, comme peut l'être aujourd'hui certains pays, mais la finalité de cette démocratie n'est plus la défense de la liberté individuelle de l'ensemble des citoyens. Et donc c'est bien pour ça qu'on les appelle démocraties illibérales, c'est-à-dire des démocraties où la liberté n'est plus le cœur de l'action politique. Et ce qui est très inquiétant, c'est que il y a aujourd'hui une montée en puissance de ce modèle en Occident. Alors la première question, c'est pourquoi ? Parce qu'en réalité, il y a un essoufflement. C'est ça le problème, c'est-à-dire que ce système qui a été pensé il y a maintenant 80 ans commence à s'essouffler et en tout cas, il ne satisfait plus un certain nombre de personnes qui cherchent ailleurs une solution à leur propre malaise. Le problème, c'est que en cherchant ailleurs cette solution, ils sont prêts à jeter le bébé avec l'eau du bain et à accepter des modèles alternatifs dont ils pensent qu'ils sont meilleurs pour eux, mais qui en réalité ont vocation à se retourner contre eux, parce qu'on sait aujourd'hui que dans les démocraties libérales, les atteintes aux libertés individuelles, elles touchent l'ensemble des populations. Et il faut bien comprendre ce que vous évoquez, c'est-à-dire qu'on parle effectivement de populisme. Pourquoi on parle de populisme ? Parce que ce sont des gens qui sont élus, mais dans une démocratie bien ordonnée, on est d'accord pour ne pas être d'accord. Il y a cette acceptation de ce qu'il y a une minorité et que la minorité, elle a aussi des droits. Dans une démocratie libérale, la majorité, le fait majoritaire écrase tout. C'est la tyrannie de la majorité. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec Donald Trump. À partir du moment où il est élu, en fait, aucun contre-pouvoir n'a une quelconque légitimité pour s'opposer à son action politique. Et les contre-pouvoirs institutionnels, naturels dans une démocratie,
c'est au premier chef l'autorité judiciaire, c'est la séparation des pouvoirs, telle qu'elle a été pensée par Montesquieu ou par Tocqueville. Vous avez le pouvoir législatif qui fait les lois, le pouvoir exécutif qui exécute les lois, et puis vous avez le pouvoir judiciaire qui contrôle la bonne application de la loi. Et donc quand vous avez des pouvoirs comme le pouvoir législatif ou le pouvoir exécutif qui dérivent ou qui cherchent à prendre le contrôle sur l'ensemble de l'appareil de l'État, c'est le juge qui a vocation à rappeler les politiques à la raison du droit. Et donc nécessairement, le populiste, quand il cherche à aller plus loin que les compétences qui lui sont reconnues, il se heurte au juge. Et donc, il va décrédibiliser le juge. C'est ce qu'on voit aux États-Unis. On voit la volonté de Donald Trump et de l'ensemble de l'administration au pouvoir de décrédibiliser l'action de la justice, le cas échéant en l'instrumentalisant, en faisant des nominations ciblées à la Cour suprême. Et c'est évidemment là qu'il y a un danger extrêmement fort, parce que c'est le juge, et je pense que, évidemment, François Molins n'a pas pu dire autre chose. C'est le juge aujourd'hui dans une démocratie qui est le gardien des libertés individuelles. C'est lui qui permet de faire que nous pouvons jouir de toutes ces libertés et qui garantit que l'État ne nous prive pas de ces libertés. Donc, premier contre-pouvoir attaqué, évidemment le juge. Deuxième contre-pouvoir attaqué, évidemment la presse, qui est l'autre grand organe de résistance dans la démocratie. Oui, alors effectivement, les attaques contre les juges, on le voit effectivement, vous l'avez dit, avec Donald Trump, notamment aux États-Unis, a nommé des juges à la Cour suprême, contester systématiquement toutes les décisions de justice qui ne lui sont pas favorables. Il y a Israël également, où avant même le 7 octobre, il y avait les grandes manifestations contre les réformes de la justice, et là, c'était avant le 7 octobre. Voilà, donc c'est un petit peu partout ces attaques contre la justice. En Hongrie, on a des attaques cette fois-ci contre la liberté de la presse, là aussi. Et puis la liberté de la presse, c'est évident aussi aux États-Unis, avec pas plus tard que mardi dernier, en recevant Mohamed Ben Salman, Donald Trump a accusé notamment une journaliste qui posait une question sur Rajoy, une journaliste de ABC, ABC Fake News, question typique de ABC, très mauvais journaliste, une autre journaliste. Il l'a traité de truie. Enfin, on va très très loin dans les attaques contre la liberté de la presse. Darline Cottière, vous, au quotidien, vous êtes au contact avec des journalistes qui ont été victimes de censure, qui ont été victimes de menaces, quelquefois qui ont été emprisonnés, menacés de mort, voilà, et qui arrivent finalement en France. Est-ce que eh bien, vous pouvez observer à travers les témoignages de tous ces journalistes exilés les signes avant-coureurs d'une démocratie en danger? Alors, je me place justement d'un autre point de vue. Je me place du côté de notre observatoire, parce que la Maison des journalistes est comme un observatoire de la situation de la presse et des répressions dans le monde, pour avoir accueilli, depuis sa création en 2002, près de 600 journalistes venant de 85 pays, donc de pays où la liberté de la presse n'est pas respectée, de pays en conflit également. Et à travers toute cette diversité, à travers tous les témoignages de nos journalistes, effectivement, donc on voit avec des faits tangibles, on voit la tendance aussi générale d'évolution des manquements à la liberté de la presse, à la liberté d'expression. Alors, tous ces journalistes, donc je dis qu'ils viennent de différents pays, donc ils sont de nationalités différentes et qu'ils viennent de zones de conflit. Par exemple, on avait accueilli beaucoup de journalistes afghans depuis la prise de Kaboul par les talibans, beaucoup de journalistes syriens en 2011. On a eu des journalistes yéménites, donc on ne parle pas assez de cette guerre silencieuse. Et bien sûr, quelques journalistes ukrainiens, même si on s'attendait à avoir une grande vague de journalistes ukrainiens qui frappent à nos portes, mais il se trouve qu'ils sont restés dans leur pays ou dans les pays limitrophes pour couvrir la guerre ou tenter de la couvrir en toute sécurité. Et bien sûr, il y a des pays qui ne défraient pas la chronique en matière de répression, mais qui sont représentés dans notre maison. Donc tous ces journalistes ont certes en commun l'expérience de l'exil et la répression, mais ce qu'on constate également, c'est que à travers eux, à travers leurs témoignages, il y a quand même une sorte d'évolution structurelle sur ce recul
de la démocratie à travers la presse, puisque la liberté de la presse, justement, c'est un indicateur de bonne santé démocratique d'un pays. Alors, pour prendre quelques éléments concrets, donc on voit qu'il y a une tendance de disqualification systématique de médias. Et ça, c'est pas uniquement dans les pays qu'on n'a pas encore, qui ne sont pas encore représentés à la Maison des journalistes comme les États-Unis. Peut-être que ça va venir bientôt. Donc, disqualification systématique des médias. Donc, les pouvoirs commencent par les traiter, par traiter les informations qui sont publiées par les journalistes de fake news. D'ennemis du peuple aussi, donc de traite à la nation. Donc ce sont des mots qui reviennent assez souvent. Donc c'est une rhétorique qui discrédite quand même l'information avant même qu'elle soit produite. Donc ça, c'est un premier élément. Il y a un autre élément, c'est aussi le contrôle économique des médias. Donc on coupe les financements. Donc voilà, donc on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'USAID par exemple. Et pour ne citer que cet exemple, où on rachète les médias par des oligarques proches du pouvoir. Donc ça aussi, c'est un indicateur qui nous prouve qu'il y a un recul en matière de liberté de la presse et de l'équilibre démocratique. Et puis il y a tout un arsenal juridique également qui est utilisé. Donc on emploie les lois contre la désinformation et on criminalise aussi les institutions en les discréditant, et on élargit les notions de sécurité nationale, de secret d'État, etc. Donc des lois qui semblent protéger deviennent des armes de censure. Donc ça, c'est un troisième élément. Après, il y a bien sûr la violence physique. Donc là, il y a beaucoup de nos journalistes qui ont vécu, donc je l'ai dit, la répression dans leur chair, qui ont été emprisonnés, qui ont été torturés pour avoir tout simplement mis la plume dans la plaie. Donc ça, c'est un phénomène assez récurrent. Et puis, bien sûr, il y a d'autres éléments comme le fait d'accuser des journalistes de participer à des complots, de faire l'apologie du terrorisme, par exemple. Donc, ce sont vraiment des indicateurs qui reviennent assez souvent et qui nous portent à croire que là aussi, il y a un phénomène structurel qui est en train de se passer et qui prouve justement qu'il y a un vrai recul de la démocratie à travers les atteintes à la liberté de la presse. Donc, ces journalistes justement exilés, ils peuvent continuer justement à témoigner depuis la France, leur pays d'accueil, et ils nous aident aussi à sensibiliser l'opinion sur ces dérives, et ils peuvent continuer à travailler depuis la France en toute sécurité et à sensibiliser l'opinion sur cette problématique contemporaine. Ah oui, Darlene, vous évoquiez notamment les restrictions drastiques des subventions au développement, notamment l'USAID. Plus généralement, on peut parler, et ça, ce sont aussi des risques pour la démocratie, de réduction des subventions pour des associations, quelles qu'elles soient, des associations qui contribuent à la vitalité de la démocratie. La Maison des journalistes en fait partie. Alors, il y a ces restrictions de subventions, et puis il y a tout simplement des attaques renouvelées, constantes, contre des institutions. Je pense à Donald Trump il l'a dit à la tribune des Nations Unies en septembre dernier, des attaques contre l'ONU, des attaques et des sanctions contre la CPI. La CPI, et il n'est pas le seul, Israël également, et tous les régimes que vous qualifiez d'illibéraux, ou en tout cas des démocraties qui sont défaillantes quelquefois, il y a effectivement des attaques contre ces institutions, Agnès Callamard. La justice internationale, c'est une ligne de front. Ça ne fait aucun doute, elle est devenue une ligne de front avec les attaques contre sa crédibilité lorsqu'elle a osé mettre des mandats d'arrêt contre
contre Netanyahou. Le président russe avant l'avait aussi attaqué. Donc ça, c'était la première phase d'attaque, je dirais. Elle a été ensuite suivie des sanctions contre le procureur, des sanctions contre des juges, dont un juge français. Il y avait un article dans Le Monde cette semaine qui détaillait tout à fait l'impact de ces sanctions. Et les pays d'origine de ces juges qui sont sanctionnés ne semblent pas réagir avec l'énergie que l'on souhaiterait. Donc la justice internationale, c'est sans aucun doute une ligne de front. Les normes globales, on pourrait parler par exemple des normes liées aux accords de Paris sur le climat. Là aussi, une farce d'après ce que disaient des propos extrêmement durs de Donald Trump contre. Et ce ne sont pas que des propos. Il attaque les organisations et les individus qui défendent la justice climatique aux États-Unis. Cependant, il faut reconnaître que Donald Trump accélère quelque chose, qu'il rajoute de l'huile sur quelque chose, mais ce quelque chose brûle déjà. Donc, par exemple, si on parle des associations contre le climat ou des activistes pro-palestiniens, en Europe, tout comme aux États-Unis ou dans d'autres pays du monde, ils sont criminalisés. L'utilisation des lois contre le terrorisme afin de s'assurer que ces activistes ne protestent pas, ne s'associent pas, ne fassent pas ce qu'ils devraient faire. Nous, on assiste à ce développement depuis plusieurs années et une accélération depuis 2 ou 3 ans. Donc, le lien entre l'international et le national est très clair, je dirais, sur la plupart des thématiques qui nous intéressent. L'attaque contre les Nations Unies, donc les menaces de retirer tout le financement, le fait que les États-Unis se soient retirés du Conseil des droits de l'homme, se soient retirés plus ou moins de l'Organisation mondiale de la santé, tout ça participe à une tentative de mise au pas, je dirais, des instruments multilatéraux qui ont accompagné la création de l'État de droit de 1948. Et sans ces organisations multilatérales, on perd la possibilité de faire de la gouvernance globale pour l'ensemble des États. Ce que nous avons à la place, c'est une gouvernance qui est dictée, dirigée par un ou deux États. C'est donc vraiment la loi du plus fort. Les organisations multilatérales, les instruments multilatéraux permettent de s'assurer qu'il y ait quand même débat, discours, que l'on cherche des points communs, que l'on recherche des solutions communes aux problèmes que nous avons en commun. Tout ça que l'on a mis beaucoup de temps à construire, qui était bien loin d'être parfait, tout ça est maintenant détruit. Et ce que je voudrais peut-être ajouter, c'est que pourquoi maintenant ? Je pense que c'est une question qui s'impose. Pourquoi est-ce qu'on assiste à ce qu'on appelle en anglais un perfect storm, plusieurs forces qui arrivent en même temps et qui détruisent ce qui a été construit. Je pense qu'à l'heure actuelle, il y a un conflit hégémonique entre les plus grandes puissances et que le système de 1948 n'est plus considéré comme permettant de protéger leurs intérêts et qu'il est donc crucial qu'elle le refonde ou qu'elle le détruise et ensuite qu'elle le refonde. Et je pense que c'est à ça qu'on assiste à l'heure actuelle. C'est vraiment une tentative de mise au pas, en particulier par les États-Unis, de toutes les agences, les instruments multilatéraux qu'ils ne peuvent pas
contrôler à l'heure actuelle afin de s'assurer qu'il soit mis au pas et qu'il protège des intérêts tels que définis par les États-Unis. Et ça s'accompagne malheureusement d'une idéologie extrêmement destructive qui est fondée sur la supériorité de race, la supériorité des hommes, qui rejette tout ce qui a été, ce qu'on a tenté de construire en ce qui concerne la diversité, l'inclusivité, le travail contre le racisme, etc. Il y a une vraie idéologie nationaliste et fasciste qui se met au service des États les plus puissants à l'heure actuelle. Donc il faut vraiment sonner l'alarme. On est vraiment dans un moment extrêmement fatidique, un changement d'air qui pourrait aboutir à la mise au pas et au rejet de toutes les valeurs que nous avons tenté de construire avec beaucoup de mal depuis des décennies. Alors si je vous entends bien, le thème de notre débat, le modèle démocratique actuel est-il en danger? La réponse est clairement oui. Patrice... Plus qu'en danger. Plus qu'en danger. Il est sur les genoux, là. Il est sur les genoux. Patrice Spinozzi, on a beaucoup parlé des États-Unis et effectivement, il y a des dangers pour des pays qui sont... Alors, on ne va pas parler de la Russie et des régimes autocratiques, hein, mais pour les pays qui sont considérés comme étant des démocraties, notamment les États-Unis, notamment de nombreux pays de l'Europe. Est-ce qu'il y a véritablement un risque pour nos libertés individuelles avec l'arrivée au pouvoir de régimes, on va dire, populistes ou d'extrême droite en Europe? Et puis, y a-t-il aussi un danger en France? Alors, je pense que c'est certain qu'il y a un danger. Je pense que si effectivement on doit tous répondre à la question de savoir si la démocratie est actuellement en danger, la réponse est très certainement oui pour tout le monde. Alors après, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Tout dépend quelle démocratie. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, en tout cas en termes de phénomène sociologique, c'est que des gens comme Donald Trump se revendiquent, des gens comme Viktor Orban se revendiquent de la démocratie. Hein. C'est-à-dire qu'ils proposent une démocratie différente. La démocratie libérale, ça reste une démocratie. En tout cas, il y a une volonté de présentation démocratique. Donc il y a aujourd'hui, et je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on a une période charnière où il y a une concurrence de modèles auxquels nous ne pensions pas devoir faire face. Notre génération est une génération qui a appris à comprendre la démocratie comme étant une évidence. Bah, aujourd'hui, ça n'est plus le cas. D'où la nécessité de plaider pour la démocratie. D'où la nécessité aujourd'hui de prendre la parole et d'expliquer face à des gens qui questionnent ce qui semblait une certitude, pourquoi il faut conserver la démocratie libérale contre la démocratie libérale. Bah, une des raisons pour lesquelles il faut conserver la démocratie libérale, c'est la nécessité de la liberté. Je pense que ce dont les gens ne se rendent pas très bien compte, c'est que en votant pour des populistes, ils ont l'impression de faire avancer, ou en tout cas de modifier la donne, et certainement ils votent en espérant aller vers un avenir meilleur, alors qu'en réalité, les populistes ont historiquement toujours porté atteinte aux libertés individuelles des minorités. Alors les minorités les plus évidentes, c'est dans le discours populiste classique, évidemment les étrangers, c'est aussi les délinquants, mais systématiquement après, ce sont les minorités sexuelles, et ce sont les minorités politiques. Et vous évoquiez la remise en cause aujourd'hui d'un certain nombre d'institutions internationales qui sont critiquées. Je parlerai de la partie qui est la partie des associations que moi je connais bien puisque je les défends en fait. Moi je suis l'avocat de l'Observatoire international des prisons qui se bat pour les droits des prisonniers, je suis avocat de la Ligue des droits de l'homme, je suis avocat de la CIMAD pour tout ce qui concerne les questions justement migratoires. Et ces associations aujourd'hui qu'on retrouve en France mais qu'on retrouve dans toutes les démocraties, elles ont un rôle fondamental dans la défense des droits comme évidemment Amnesty International, mais par le biais de l'action juridique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces associations sont extrêmement actives pour saisir les juges, pour faire vivre et pour nourrir l'état de droit. L'état de droit, c'est un juge qui bloque un certain nombre de choses. Quand la Ligue des droits de l'homme va déposer un certain nombre de questions prioritaires de constitutionnalité qui vont remettre en cause certaines lois qui ne sont pas conformes à la Constitution, qui ont été prises dans le cadre des états d'urgence, qu'il s'agisse de l'état d'urgence sanitaire ou qu'il s'agisse de l'état d'urgence sécuritaire, elle joue son rôle
de garant démocratique en saisissant un juge pour qu'il puisse y avoir un contrôle sur l'action du législateur. S'il n'y a plus ces associations, en fait, c'est la démocratie qui en pâtit. Et les régimes illibéraux, en tout cas les gouvernements illibéraux, en ont parfaitement conscience. Et c'est bien la raison pour laquelle ils commencent d'abord par priver ces associations de tout financement public. Et on l'a déjà entendu, si on reste sur l'exemple de la Ligue qui est le plus parlant, d'ores et déjà, Gérald Darmanin, l'année dernière, s'était interrogé en disant mais est-ce vraiment bien normal qu'il y ait un financement public qui soit offert à des associations qui en réalité vont contre les intérêts du gouvernement. Et si on regarde ce qui se passe dans des démocraties illibérales, évidemment, qu'il s'agisse des États-Unis, mais aussi ce qui existe en Hongrie ou en Pologne, il y a une action contre ces associations qui est extrêmement forte de défense des droits, d'abord en les privant évidemment de toute subvention publique, mais aussi en les stigmatisant, puisque comme elles n'ont plus de subvention nationale, elles sont obligées de faire appel à des subventions internationales, et dans la grande majorité des pays, on va détourner des législations sur la notion d'agent étranger, donc de prise de contrôle de certaines institutions par des étrangers, et d'un seul coup, on va stigmatiser ces associations comme étant des ennemis de l'État et comme étant instrumentalisées par les étrangers contre la volonté nationale. Donc tout ça, c'est évidemment extrêmement dangereux, et tout ça, c'est déjà en germe, en réalité, dans notre législation. Et dans le livre que vous avez évoqué, Menaces sur l'état de droit, où je décris donc le phénomène international de la montée de l'illibéralisme, après je m'interroge de savoir qu'est-ce qui pourrait être fait par un gouvernement populiste s'il arrivait au pouvoir, par exemple en 2027, un président de la République populiste, un parlement avec une majorité absolue populiste, et je m'interroge ce qui peut être fait très concrètement, sous forme de dystopie, en considération de la législation en vigueur, ce qu'on appelle nous les juristes délégués l'ATA, et ce qui pourrait être fait avec une évolution de la législation en partant des programmes qui sont proposés. C'est fascinant de voir ce qui peut déjà être fait sans changer une ligne de notre législation. C'est-à-dire que demain, si vous avez un parti populiste de droite qui arrive au pouvoir, il aura à sa main une législation qui lui permettra de faire non seulement du contrôle de population extrêmement important, puisqu'on a développé depuis 20 ans des outils de contrôle qui sont absolument sidérants, toujours au nom de la lutte contre le terrorisme, mais qui sont susceptibles d'être évidemment dévoyés par un gouvernement populiste, contrôle et contrainte. Enfin, et ça, c'est la faute en réalité de la forme de lâcheté ou d'opportunisme d'un certain nombre de nos gouvernements qui ont laissé par facilité se mettre en place des systèmes d'exception, développement des états d'urgence, développement des législations antiterroristes. On a eu 20 législations antiterroristes qui sont intervenues depuis 15 ans, toujours évidemment parce l'État nous explique qu'il est absolument nécessaire d'avoir ce type de législation particulièrement efficace et brutale pour lutter contre le terrorisme. Sauf que ce que l'on voit ailleurs, c'est que ce sont ces mêmes législations qui sont instrumentalisées et utilisées par le gouvernement, non plus pour combattre une menace terroriste islamique telle qu'on a pu la connaître, mais pour faire la mise au pas de l'ensemble des oppositions, qu'il s'agisse évidemment, et c'est déjà le cas, des oppositions au nom de la lutte climatique radicale. On a déjà vu les assignations à résidence qui sont donc la possibilité d'empêcher une personne de sortir de chez elle sans avoir besoin de recourir à un juge qui avait été pensé contre le terrorisme islamique, qui sont utilisés aujourd'hui de façon régulière contre des militants écologiques. Mais ce n'est pas que cela. Vous avez évoqué l'utilisation des procédures bâillons, la mise en cause d'un certain nombre de journalistes. Aujourd'hui, c'est déjà des choses qui sont susceptibles d'être faites avec, lorsque vous publiez une information qui touche à un secret qui est considéré comme étant un secret défense, il va y avoir une mise en cause judiciaire du journaliste qui va pouvoir essayer d'invoquer le secret des sources, mais qui en pratique c'est qu'il va devoir subir 48 heures de garde à vue, il va devoir subir l'inquiétude de sa propre source qui va se dire mais mon journaliste à qui j'ai parlé a été arrêté, peut-être qu'il va préférer dire qui était sa source, donc il y a une mise en danger, et c'est tout ça, ce vers quoi on est susceptible d'aller. Donc il faut évidemment être très vigilant, et je pense qu'il faut en avoir conscience. En tout cas, le but précisément de ce type de réunion, en tout cas moi c'est ce qui m'a poussé à écrire un livre, c'est d'essayer d'être porteur de cette parole, et de dire aux gens, faites attention,
vous êtes plus attaché à la liberté que vous ne le pensez, et en réalité, l'action des populistes, en France comme ailleurs, elle finira toujours par vous concerner parce que on est toujours le minoritaire de quelqu'un. Alors, vous avez effectivement souligné le rôle vital dans les démocraties des associations, vital pour la démocratie. C'est vrai également dans des pays, et là ce sont des signes, dans des pays autocratiques comme la Russie, par exemple. Un des signes, c'était avant février 2022 et l'invasion de l'Ukraine, la perte des droits de nombreuses associations, des médias qui ferment, mais aussi des associations comme Mémorial qui sont attaquées en Russie. Et ça, c'est effectivement un des signes avant-coureurs d'un virage extrêmement dangereux. Darline Cottière, c'est les journalistes qui sont accueillis à la Maison des journalistes ont perdu leur liberté, ils ont même tout perdu pour défendre la démocratie. Est-ce qu'ils peuvent apporter quelque chose dans le contexte actuel, dans un pays comme la France? Oui, bien évidemment, parce que ce sont des journalistes qui viennent, enfin, ils ont une double compétence, donc ils ont cette compétence journalistique, en plus ils connaissent la région dont ils sont originaires, leur pays, etc. Donc ils apportent un regard neuf sur l'actualité. C'est pour ça que nous, on a créé ce média en ligne, donc l'œil de la Maison des journalistes, pour leur donner la possibilité de poser leur regard sur l'actualité internationale, sur l'actualité française, sur des sujets de société, avec une ligne éditoriale bien identifiée. Mais au-delà de ça, ce sont des personnes qui ont vécu de près, qui ont même subi justement les travers de ces sociétés non démocratiques et qui peuvent nous alerter sur les dérives justement sur la liberté de la presse, qui est quand même un élément, qui est un indicateur de la bonne santé de la démocratie d'un pays. Donc à ce titre, oui, justement, ces journalistes sont une richesse pour la France, et ça on le voit par exemple quand ils ont à intervenir dans des médias pour non seulement commenter l'actualité de leur pays, l'actualité internationale. Il y a des nuances par rapport au traitement journalistique sur certaines régions du monde que n'ont pas forcément des journalistes français qui, du fait de leur manque de connaissance de la culture, de leur manque de connaissance du pays, n'ont pas par rapport à ces journalistes-là. Donc c'est une richesse, effectivement, et puis même du point de vue humain, on le voit à travers nos différents programmes, parce que ces journalistes, ils vont à la rencontre de différents publics pour témoigner de leur parcours d'exil. Et c'est vrai qu'il y a plein de reportages qui sont diffusés sur des zones de conflit, sur un ensemble de sujets. Mais quand on a le témoignage fort de quelqu'un qui a vécu la répression dans sa chair, donc ça change les perspectives. Et on peut aborder, on peut entrer dans un dialogue constructif sur un ensemble de sujets. Je prends un exemple avec vous. Par exemple, après les attentats de Charlie Hebdo, donc nous, on a renforcé tout notre arsenal pédagogique dans le domaine de l'éducation aux médias et à l'information, parce que nos journalistes, ils vont témoigner partout en France, dans les salles de classe, mais pas uniquement, dans les prisons aussi. Et souvent, ils ont en face d'eux des jeunes, voilà, qui ne sont pas sensibilisés à ces questions. Et quand ils commencent à raconter leur histoire, comment ça s'est fait, comment ça a commencé, pourquoi ils ont dû fuir, de quel sujet ils avaient traité, combien de temps ils ont pris pour quitter leur pays, parce qu'il y a des journalistes qui sont vraiment partis en catastrophe. Et c'est vrai que ça permet d'ouvrir un dialogue constructif sur ces sujets-là, parce que derrière les reportages, il y a l'élément humain. Ce sont des hommes et des femmes qui prennent des risques pour nous informer, et ce, au nom de la démocratie. Et à partir de là, on peut vraiment faire ce travail de sensibilisation au respect des valeurs fondamentales et citoyennes, au respect de la démocratie, de l'équilibre démocratique. Donc ça c'est très important.
Et je vais abonder dans ce sens. C'est vrai qu'il y a eu, notamment avec les assises du journalisme de Tours, plusieurs sondages ces dernières années. Le journalisme est-il utile? Et ben, la meilleure réponse qu'on puisse apporter à cette question, c'est les témoignages des journalistes exilés. Oui, c'est utile. C'est utile d'informer de ce qui se passe à Gaza, où on ne peut pas rentrer, où les journalistes sont interdits. C'est utile de savoir ce qui se passe aux États-Unis. C'est utile de savoir ce qui se passe en Russie, où les journalistes ne peuvent pas travailler. Alors, on va rester dans l'actualité. Avec cette semaine, il y a eu, il y a 2 jours, toute une polémique autour des propos du chef d'état-major des armées françaises, le général Mandon, qui disait qu'effectivement, il fallait que les Français soient prêts à perdre leurs enfants pour défendre la démocratie. Il faisait référence évidemment à la guerre en Ukraine. Et bon, un sondage toujours du Comité économique, social et environnemental indique que 15% des Français ne seraient pas prêts à défendre la démocratie si elle était en danger. Et dans le propos préliminaire, je disais ce chiffre, 23% des Français ne sont pas convaincus que la démocratie constitue le meilleur système existant. C'est inquiétant, Agnès Callamard. Il y en a encore quand même 77%. Moi, Oui. je trouve que c'est... Vous Oui. croyez qu'il y en avait plus en 1938? Non, je ne Ouais. pense pas. En fin de compte, moi, je trouve que ce sont des chiffres qui sont plutôt à la Ouais. hauteur, franchement. Oui. Et quand je vois la façon dont, à travers l'Europe, je dirais, les jeunes se mobilisent pour le changement climatique. La façon dont depuis 2 ans, malgré la répression, la dénonciation du génocide israélien continue. Il va y avoir une grande manifestation en Italie ce week-end. Malgré la répression dans les universités américaines, quand on considère au-delà de l'Europe la génération Gen Z, comme on les appelle, au Kenya, au Népal, au Bangladesh, qui font trembler des gouvernements ou qui les changent, moi je trouve que qu'il y a un énorme courage dans la citoyenneté à travers le monde, et j'ai aucun doute que c'est la même chose en France. Depuis les Gilets jaunes jusqu'à nos jours, il n'y a eu que de la répression pour les mouvements, contre les mouvements sociaux, des répressions qui ont été caractérisées par des morts, par des pertes de vue, par des choses ignobles qui ont été... La violence policière est devenue je dirais, n'est plus du tout critiquée par le gouvernement, et nous avons eu des ministres en France qui ont utilisé et qui ont tenu des propos absolument incroyables contre les manifestants, donc malgré tout ça, les gens continuent d'aller dans la rue, les gens continuent de demander à ce que les autorités rendent des comptes. Donc moi je ne suis pas inquiète, je pense que le courage est là. Ce qu'il faut, c'est l'organisation. Ce qu'il faut, c'est ne pas être courageux seul, mais être courageux ensemble. Ce qu'il faut, c'est construire des ponts, c'est créer des mouvements très forts. Ce qui se passe n'est pas encore inévitable. On n'est pas, j'espère en tout cas, à l'aube de la nuit des cristaux. On n'en est peut-être pas loin, mais on n'y est pas encore. Donc ce n'est pas inévitable et il faut continuer de se battre. Il faut se battre dans le cadre des élections, il faut se battre dans le cadre au niveau local, dans les villages, dans les petites villes moyennes, dans les boulots, dans la famille. La résistance, elle a plusieurs formes. Mais moi, je ne suis pas inquiète par rapport au manque de courage. Ce qui m'inquiète, c'est la répression. Une répression qui se veut de plus en plus libre, je dirais, et qui maintenant s'étend non seulement à la police, mais aussi à d'autres groupes et groupuscules qui au nom de leur vision de l'État,
commettent des actes extrêmement violents. Donc ça m'inquiète. Mais l'organisation, pour moi, c'est notre défi. Il va falloir s'organiser, il va falloir être super stratégique et très tacticien, pour pouvoir faire front à ce qui est en train d'être mis en place. Et la justice va être absolument primordiale dans ce combat. Donc l'utiliser à bon escient et avoir une approche stratégique pour que l'on ait des précédents qui permettent de nous protéger, c'est absolument crucial. Donc le rôle des avocats, on ne va pas commencer à faire selon moi, hein, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais je pense qu'on ne peut pas aller se lancer dans des tas de procès sans avoir bien réfléchi avant, à savoir si est-ce qu'on a une chance de le gagner. Bon, des fois, il faut perdre un petit peu pour le gagner, mais nous sommes dans des périodes tellement difficiles, il faut réfléchir, il faut être stratégique et il faut trouver les cas qui permettent à ces procès de nous livrer une décision qui soit importante. Mais moi, je tiens à célébrer le courage de toutes ces générations, d'ailleurs, des plus jeunes aux plus vieux. Et si c'est 77% de la population française, avec ça, on va pouvoir gagner. Voilà. Donc vous êtes plutôt optimiste. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle la première bonne nouvelle de ce débat. Je suis optimiste sur le fait qu'on peut résister. Je ne suis pas optimiste sur le fait que la résistance va forcément fonctionner ou gagner. C'est pour ça que je dis qu'il va falloir être qu'il va falloir s'organiser. On va pas gagner comme ça. C'est pas une petite bataille. C'est vraiment une grande guerre sur la longue durée, parce que on ne s'attaque pas qu'au Donald Trump. Il y a à l'intérieur de nos sociétés des forces qui sont liberticides, qui vont à l'encontre des valeurs, qui sont extrêmement racistes, qui cherchent à remettre la femme au foyer, qui ne veulent pas du mariage pour tous. Ces forces-là, je ne dis pas qu'il va falloir se battre contre elles, mais il va falloir trouver des stratégies pour discuter et puis pour gagner à la fin. Dans la défense des libertés individuelles en France, je fais un petit aparté, je voulais vous recommander le film Dossier 137 de Dominique Moll, qui est sorti cette semaine en France. C'est une enquêtrice de la police des polices pendant les manifestations des Gilets jaunes, et vraiment c'est très administratif, procédural, mais comment elle mène son enquête. Et le film, et puisqu'on parle de manifestations, il y a eu, c'était juste avant les Gilets jaunes, je crois, des manifestations contre, je crois que c'était l'article 48 sur la liberté de la presse. Il y avait des manifestations qui étaient en France, qui ont énormément mobilisé, parce qu'il y avait des remises en cause de la liberté de la presse. Vous, est-ce que vous êtes justement sur ce domaine, sur le combat, Patrice Spinozzi, sur le combat pour défendre les libertés individuelles en France? Est-ce que vous êtes plutôt pessimiste, optimiste? On est encore dans un état de droit, c'est-à-dire qu'on est en train de se battre pour la conservation de l'état de droit. Ce dont moi je peux témoigner dans la justice du quotidien, c'est que aujourd'hui il y a encore des juges et que même si évidemment les décisions ne sont pas toujours aussi satisfaisantes qu'on voudrait ou ne vont pas suffisamment loin par rapport à ce qu'on peut espérer, lorsqu'il y a une injustice flagrante et que vous saisissez un juge, vous obtenez satisfaction. Donc aujourd'hui, on obtient un certain nombre de victoires. Et d'ailleurs, en général, quand on obtient une victoire, vous êtes au courant parce qu'il y a une sorte de levée de bouclier de l'ensemble d'une partie de la presse qui est en train d'expliquer qu'il y a un gouvernement des juges, que c'est totalement anormal, qu'on empêche les politiques de faire leur travail. Mais évidemment, on a agi. Vous avez évoqué la question des manifestations et des actions juridiques qui peuvent être menées par les associations et qui ont vocation à être des actions qui sont susceptibles de prospérer. Je vous parlais de la Ligue des droits de l'homme. Pendant l'état d'urgence sécuritaire, on a déposé 9 questions prioritaires de constitutionnalité. Donc on a remis en cause, ou en tout cas on a saisi le Conseil constitutionnel pour dire qu'à 9 reprises, nous estimions
que la loi telle qu'elle avait été votée par le Parlement était contraire aux droits et aux libertés que la Constitution garantit. Et sur ces 9 recours qu'on a exercés, il y en a 7 qui ont abouti soit à une abrogation, soit à une réécriture de la loi. Donc ça veut dire que près de 70% des actions qu'on avait menées étaient justifiées. Bon. C'est déterminant. C'est-à-dire que, évidemment, le but n'est pas de saisir le juge à tout va, le but est de saisir le juge pour réussir à obtenir une avancée de sa part et un contrôle de liberté fondamentale. Autre élément qui est très important dans l'action des juges et donc dans l'action des associations, il y a tout ce qu'on réussit à faire abroger par l'action judiciaire, mais il y a aussi tout ce qui n'est pas fait par l'administration, parce que l'administration sait que s'il le faisait, il prendrait le risque d'un recours immédiat avec une censure du juge. C'est-à-dire que l'administration elle-même s'auto-censure sur un certain nombre de violations de liberté qu'elle serait tout à fait prête à prendre si il n'y avait pas le contrôle du juge et l'exercice du recours par les associations. Vous parlez de la question des manifestations. Évidemment, le droit de manifestation est une liberté fondamentale qui est au cœur de l'action d'un certain nombre d'associations que je représente. Et pour vous donner un exemple qui est un exemple très concret, on a porté un contentieux avec la Ligue des droits de l'homme qui a abouti, suite d'ailleurs à un certain nombre de manifestations et à des violences policières, sur l'identification des policiers. Vous savez que les policiers avaient une obligation qui est de porter un numéro d'identification, ce qu'on appelle le RIO. Or, ce RIO était manifestement beaucoup trop petit, ou en tout cas il n'était pas porté d'une façon systématique. Donc typiquement, c'est une action qui a été menée, qui a abouti à ce que le Conseil d'État enjoigne au ministère de l'Intérieur 2 choses. D'abord, qu'il y ait un port systématique du RIO et que ça ne soit pas quelque chose de facultatif, et donc potentiellement qu'il puisse y avoir des actions disciplinaires qui soient exercées à l'encontre d'un membre des forces de l'ordre qui ne porterait pas le RIO, et surtout que les RIO soient redessinés pour qu'ils soient plus visible et qu'il ne reste pas ce numéro qui est trop souvent confidentiel. Donc on voit bien qu'il y a encore un contrôle et il y a encore un état de droit. Rémi Fraisse, dont chacun connaît le triste destin, les actions en responsabilité qui avaient été engagées contre les forces de police qui ont pu agir ou qui ont été déterminées comme ayant agi dans le cadre des manifestations où Rémi Fraisse a trouvé la mort, ont été... il n'y a pas eu de poursuite et il y a eu des décisions de non-lieu qui ont été rendues par les juridictions françaises. On a porté ce litige, moi j'ai représenté la famille de Rémi Fraisse devant la Cour européenne des droits de l'homme, ce qui a abouti à une condamnation de la France. De la même manière, c'est des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme qui ont redéfini les règles de l'encerclement dans le cadre des manifestations, les systèmes qui permettent de bloquer un certain nombre de manifestations. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a encore un contrôle sur l'usage du LBD, sur l'usage des grenades de désencerclement. Tout ça s'opère sous le contrôle des juges. Le problème, c'est de savoir, au fond, d'abord, est-ce que ce contrôle est suffisamment strict? Alors, comme je le disais, pas forcément suffisamment à mon goût, mais au moins il a le mérite d'exister. Et surtout, la vraie question qui va se poser, c'est combien de temps? Combien de temps, en réalité, les juges vont pouvoir résister aujourd'hui? Et c'est bien toute la difficulté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même face à un gouvernement qui respecte l'état de droit. Oui, il y a des dérives, oui, il y a des moments où il y a des dérapages de certains hommes politiques, mais structurellement, vous n'avez jamais eu le président de la République, Emmanuel Macron, n'a jamais été à la télévision pour dire telle décision qui a été rendue par le Conseil d'État ou telle décision qui a été rendue par le Conseil constitutionnel est une décision qui a été rendue contre la volonté du peuple. Et je vous invite à désobéir à cette décision. Ça, c'est ce qui se passe. Ce qui a été le cas aux États-Unis. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire que demain, si on a un gouvernement populiste qui arrive au pouvoir, on perdra cette balance-là. On perdra ce respect de l'état de droit. Et on aura au cœur de notre démocratie. C'est pour ça que c'est très dangereux, la démocratie libérale, parce que c'est une attaque de la démocratie de l'intérieur. Ce sont des gens qui sont élus et qui participent à l'action démocratique et qui sont au cœur de la machine démocratique qui viennent remettre en cause la démocratie elle-même. Et c'est là qu'est véritablement le danger demain, c'est qu'au fond, les magistrats qui aujourd'hui font leur travail dans des conditions qui sont déjà difficiles et qui représentent l'autorité judiciaire vont devoir le faire dans des conditions qui seront encore plus difficiles parce qu'ils seront mis en cause par leur soutien naturel, qui devrait être leur soutien naturel, qui sont les autres pouvoirs institutionnels, qu'il s'agisse des représentants du pouvoir exécutif ou des représentants du pouvoir législatif.
Alors, un des indicateurs de la démocratie, c'est évidemment, on l'a dit et redit depuis le début de ce débat, c'est la liberté de la presse. Il y a l'association Reporters sans frontières, qui est un peu complémentaire de la Maison des journalistes, qui établit chaque année un classement de la liberté de la presse. Et la France a notamment reculé ces dernières années. Alors, ça a été le cas en 2016, l'année suivante, après les attentats de 2015. Darline le disait au début, effectivement, il y a la concentration des grands médias aux mains de grandes puissances d'argent. Ça, c'est un des indicateurs de la liberté de la presse, mais également le nombre de journalistes tués. Ça a été le cas, effectivement, avec les attentats contre Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. À ce moment-là, les journalistes de la Maison des journalistes, je crois savoir que beaucoup ont considéré que c'était un petit peu la triple peine. C'est-à-dire qu'il y a la peine de l'exil, la peine de la recherche d'un nouveau travail, et puis se dire que ils ont fui leur pays parce qu'ils étaient en danger, et ils s'aperçoivent, Darline, qu'en arrivant en France, ils peuvent aussi être en danger. Oui, il y a eu cet épisode-là, et puis même lors des manifestations des Gilets jaunes, c'était un petit peu choquant pour certains de voir qu'il y a des journalistes qui étaient malmenés lors des manifestations. Donc là, le mot est faible, mais vous comprenez ce à quoi je fais allusion. Donc ça, oui, effectivement, ça peut être une triple peine pour les journalistes. Mais moi, j'aimerais rebondir sur la question précédente, à savoir, est-ce qu'il faut être optimiste ou pessimiste? Moi, je dirais que je suis plutôt vigilante. Certes, vous avez dit qu'on est dans un état de droit. Donc les journalistes ici ne sont pas assassinés, les journalistes ne sont pas mis en prison pour avoir investigué sur un dossier sensible. Mais quand on demande aux journalistes de révéler leurs sources, quand justement ce sont des riches, enfin un petit groupe de nantis qui détiennent des médias, ça c'est quand même des signes avant-coureurs qui doivent quand même attirer notre attention pour se dire que il faut quand même rester vigilant, parce que même dans les sociétés démocratiques, au sens qu'on l'entend, ils ne sont pas à l'abri de certaines dérives totalitaires et liberticides. Et c'est ce que nous apprennent aussi les journalistes quand ils arrivent chez nous, parce que ces atteintes n'arrivent pas du jour au lendemain. Donc il y a plein d'actes, voilà, qui se succèdent avant d'arriver justement à ces régimes totalitaires et liberticides. Donc il faut rester vigilant. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que ces attaques, elles viennent notamment contre les médias du service public. J'en profite, nous sommes à la Maison de la Radio ici, et les attaques de médias d'extrême droite se multiplient contre le service public, contre Radio France, contre France Télévisions, aussi contre France Média Monde, dont fait partie France 24 où je travaille. Et effectivement, il faut être extrêmement vigilant, et ce sont des signes avant-coureurs également, toutes ces attaques contre le service public qu'il faut défendre. Ça, c'était mon petit prêcha personnel. Voilà, j'en viens aux questions des étudiantes. Nous avons avec nous deux étudiantes de l'ISCPA, qui est une école de journalisme à Paris, Marie-Chiara Broussard et Chloé Tissot. Eh bien, vous avez 3 questions. Je vous laisse la parole. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous apporte mon micro si ça ne fonctionne pas. Est-ce que ça marche? Voilà, c'est bon. Alors, première bonjour. question. Notre première question, du coup, ce serait beaucoup de représentants politiques se lancent sur les réseaux sociaux pour parler aux jeunes, parfois de manière assez décalée. Est-ce que vous y voyez une vraie évolution de la communication politique ou une forme de dérive où l'image prime sur le fond et l'authenticité? Alors, je pense que tous les trois, vous pouvez... qui veut commencer pour répondre à cette question? Oui. Moi, je peux vous répondre très clairement, puisque j'ai le même problème que les politiques. C'est-à-dire que moi, j'ai un discours qui est celui qu'on vient de tenir, qui est la défense de l'état de droit. Et donc, quand vous vivez en France et que vous avez quelque chose à dire, il faut écrire un livre. Donc, moi, j'ai écrit un livre. Et une fois que j'ai écrit mon livre, on m'a dit ah, bah, c'est super, mais de toute façon, personne ne lit. Donc, maintenant, la seule chose qu'il faille faire, c'est être sur les réseaux. Donc,
je me suis mis sur les réseaux. Donc, si vous voulez, je me sens parfaitement en conformité avec le politique boomer, si vous voulez, qui cherche d'une manière ou d'une autre à pouvoir toucher un public plus large. Et la réalité, c'est que, j'en viens à la réponse de votre question, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, réussir à exprimer de l'idée et à véhiculer l'idée, parce que du coup j'ai travaillé, c'est-à-dire que j'ai regardé quels étaient, je fais un benchmark, j'ai regardé qu'est-ce qui pouvait exister aujourd'hui essentiellement sur Instagram pour véhiculer une pensée qui est celle qu'on exprime aujourd'hui, qui est une pensée assez, en réalité, complexe, qui est une pensée mesurée. Les réseaux, c'est le lieu, 1, de l'image, 2, de l'efficacité, et 3, de la polémique. Donc, c'est pas toujours facile. Je pense, et ça c'est mon opinion, que c'est absolument nécessaire. C'est-à-dire que omettre les réseaux sociaux comme étant un outil de communication et à partir du moment où on cherche à convaincre des personnes, considérer que c'est une terre qui n'a pas vocation à être occupée parce qu'elle ne permettrait pas de développer un discours qui soit un discours suffisamment organisé et structuré, je pense que c'est une erreur massive. C'est à nous de trouver les moyens d'adapter nos discours et d'être capable de communiquer et de faire passer de l'idée sur les réseaux. Et si nous n'en sommes pas capables, eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'on perde cette bataille. Et ce d'autant plus qu'en face, les gens qui sont hostiles à la démocratie, eux, ils sont très forts sur ce sujet-là. C'est-à-dire que, évidemment, comme ils militent pour des propos qui sont des propos clivants, d'abord, c'est beaucoup plus facile, c'est-à-dire que l'usage de la fake news et du propos clivant est beaucoup plus évident. Et surtout, il ne faut pas l'oublier, ces personnes qui sont hostiles à l'état de droit, ils ont aujourd'hui un allié qui est un allié considérable, qui est l'allié américain. Il ne faut pas se tromper, il y a aujourd'hui une mainmise évidemment des entreprises américaines sur l'ensemble des réseaux sociaux, et il y a aujourd'hui une volonté politique exprimée, ce n'est pas du complotisme ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qui répond, c'est ce qui est aujourd'hui exprimé par la doctrine de la sphère MAGA, qui est de dire il faut que nous trouvions des alliés politiques en Europe. Et donc il y a une volonté aux États-Unis de pousser des partis à gagner des élections qui sont des partis qui sont idéologiquement proches de Donald Trump. Et évidemment, ce sont des partis populistes. Donc, il y a aussi un engagement, et on le voit bien, enfin, la modification des algorithmes, par exemple, de X est quand même assez frappante. Si vous étiez sur X, comme nombreuses personnes l'ont été, en tout cas comme moi je l'ai été, j'ai vu X se transformer d'un espace qui était un espace de communication qui était extraordinairement utile. J'ai vu se transformer la nature des contenus que je recevais, qui n'étaient plus que des contenus clivants. J'ai vu les contenus que moi-même je pouvais poster, petit à petit, disparaître en réalité ou être absorbés par les algorithmes. Donc, la question des réseaux, elle est centrale. Et il faut, que nous apprenions à savoir l'utiliser pour mieux vous convaincre. Évidemment, la jeunesse est au cœur de toutes les préoccupations, en tout cas de celles, quand on dit qu'on défend l'état de droit, c'est évidemment pour vous. Enfin, c'est votre génération qui va être confrontée à ce délitement de la démocratie d'une façon plus générale. Et il faut que nous soyons capables de vous parler et de parler et d'utiliser des moyens de communication du XXIe siècle et de ne pas croire qu'il faut continuer à écrire dans des revues que personne ne lit ou à prendre la parole dans des forums où les gens ne vont plus en fait. Alors là, on va être pris par le temps. Je pense qu'on a encore 2 questions, plus des questions du public. Donc, je vous laisserai peut-être répondre, Darline Cottière, à Agnès Calamard, aux 2 autres questions. Et c'est vrai que, non, mais le débat est tellement passionnant et les questions soulevées sont tellement passionnantes qu'on pourrait passer plus qu'une heure et demie en tout. Effectivement, vous parliez de fake news, mais ça devient vraiment des vérités alternatives. Et d'ailleurs, ce qui est encore plus effrayant, c'est que Elon Musk considère que les faits deviennent des vérités alternatives et que lui donne les véritables informations. Moi, je voudrais juste dire que
au fait, comme moi, je ne suis pas sur Instagram ni sur X. Je ne sais pas si je suis la plus old fashion du groupe, mais c'est vrai qu'il y a peut-être une nécessité de s'adapter avec le temps. Mais en tout cas, il faut qu'on voit aussi comment les jeunes ils réceptionnent ces contenus. Et je pense que là aussi, il y a un travail à faire sur la réception et ce qu'ils en font également sur ces contenus, sur les réseaux sociaux. Alors, deuxième question. Bonjour, donc je vais rebondir sur les fake news que vous venez d'aborder. À l'heure où elles circulent parfois plus vite qu'un article vérifié, comment redonner confiance aux jeunes qui doutent beaucoup, y compris parfois des médias, et qui sont parfois exposés à des représentants de pays démocratiques qui eux-mêmes diffusent des informations erronées? Darline, Agnès, peut-être... comment redonner confiance aux jeunes dans les médias, notamment à la jeune génération dans les médias, alors qu'on a énormément de fake news. Darline, peut-être en renforçant des actions d'éducation aux médias et à l'information. Je pense que là, ça c'est un axe d'intervention assez important parce que comme il y a de tout sur les réseaux sociaux, l'idée, ça serait de se prémunir aussi d'un ensemble de contenus qui ne sont pas adaptés, de se prémunir aussi, de comprendre, d'identifier, d'être à même d'identifier une fausse information. Par exemple, quand il y a des images qui sont déformées, qui sont présentées comme pour vraies, donc, vous éduquez au décryptage de ces images et puis aussi l'éducation aux médias et à l'information. Ce sont des questions simples. Donc, qui est derrière la production du contenu? Quel est le statut de cette personne? Donc, ça permet aussi de cadrer un peu parce que c'est facile de se cacher derrière son clavier et de publier tout et n'importe quoi. Et en plus, avec l'intelligence artificielle, on voit là aussi qu'il y a tellement de contenu, de déformation de la réalité. Donc, voilà, ces actions d'éducation aux médias et à l'information ont toute leur importance dans cette dérive informationnelle auquel on fait face en ce moment. Que d'ailleurs vous faites à la Maison des journalistes avec notamment l'opération Renvoyé spécial. Je me permets d'intervenir aussi. C'est tout simplement les médias, effectivement, il faut multiplier. La plupart des grands médias désormais ont leur cellule de décryptage. C'est le cas pour Le Monde, c'est le cas pour Libération, Check News, c'est le cas et même pour Radio France, le vrai du faux. Pour Radio par France, exemple. évidemment, il y a une cellule spéciale à Radio France. C'est le cas pour les observateurs de France 24. Ça, c'est important. Et puis, l'éducation aux médias, à l'information dans les collèges, dans les lycées, dans les prisons, un petit peu partout. Mais il faut aussi former les professeurs à l'éducation aux médias pour savoir que sur les réseaux sociaux, on trouve le meilleur comme le pire. On trouve effectivement des grands médias. On trouve les grands médias sur les réseaux sociaux. On trouve Le Monde sur les réseaux sociaux. Mais on trouve aussi... et le problème, c'est de mettre sur le même plan le moindre complotiste avec un grand média comme ceux qu'on a cités. Troisième et dernière question, ce sera peut-être pour Agnès Calamard, je pense. Exactement. Alors, ma question est, on sait que la démocratie a pour principe d'accepter les différents types de partis politiques, mais est-ce souvent une bonne option? La France ne devrait-elle pas plutôt appliquer la forme du cordon sanitaire comme en Belgique? Le cordon sanitaire? Eh bien, en Belgique, je pense que c'est ça la question. En Belgique, il y a une parole, un droit de parole, un droit d'accès aux médias qui est restreint pour certains partis dits extrémistes. C'est vrai que le cordon sanitaire aux États-Unis, il n'existe pas. Au nom de la liberté de la presse, on peut dire tout et n'importe quoi. On peut avoir des propos nazis aux États-Unis. Donc le cordon sanitaire, ce serait comme en France. Il y a la loi sur la liberté de la presse. On ne peut pas tenir des propos racistes, des propos homophobes ou des propos antisémites en France. C'est passible d'être condamné par la justice. Donc, est-ce que vous êtes favorable à un cordon sanitaire? Je suis favorable à la mise en œuvre de la loi. Il y a, en tout cas au niveau international, il y a une valeur qui tente à dire que toute incitation à la violence, à la discrimination et à la discrimination raciale ou autre, incitation à la violence, incitation au génocide, incitation
à d'autres petites choses, au terrorisme par exemple. Voilà, tout ce principe qui est l'article 20 de la Convention sur les droits politiques et sociaux. Ce principe a des mises en œuvre juridiques dans beaucoup d'États, et donc il faut mettre en œuvre ce principe. À l'heure actuelle, ce au quoi on assiste, c'est à une instrumentalisation de certaines des lignes rouges. Donc l'antisémitisme aux États-Unis est devenu une forme est utilisé par Donald Trump et d'autres pour violer la liberté d'expression et le droit de ne pas être d'accord avec un génocide. D'un autre côté, l'antisémitisme, c'est un vrai problème. Donc l'utilisation de ces lois à des fins strictement politiques, on perd sur tous les plans. Donc, moi, je suis pour la mise en œuvre des lois, mais il faut faire ça, je dirais, dans l'esprit de la loi, pas dans une tentative d'instrumentalisation et de destruction du principe qui est au cœur de la loi. Le cordon sanitaire, si c'est comme ça que ça s'appelle, pourquoi pas? Aux États-Unis, effectivement, il n'y en a tellement pas que pas aux l'antisémitisme, d'ailleurs, divise un petit peu la sphère MAGA. Il y a quelques jours, Tucker Carlson, qui est un pro-Trump très extrémiste, a interviewé directement un pro-nazi qui tenait des propos de défense de Hitler. Et là, la sphère MAGA commence à se diviser un petit peu, parce que vraiment, les antisémites, voilà. Et en même temps, quand on veut défendre le droit l'égalité entre noirs et blancs, on se fait attaquer, et tous les propos liés à l'inclusivité, à la diversité, à la non-discrimination ont disparu des sites publics américains. Donc, écoutez, c'est peut-être bien mis en œuvre en Belgique, mais ça ne l'est pas, ça n'est sûrement pas aux États-Unis. Le cordon sanitaire ne s'applique que pour une chose, dans une seule direction et à des fins très précises. Donc la vigilance, c'est tout aussi important. Les organisations de défense de la liberté d'expression, de défense de la liberté de la presse, de défense des droits humains, c'est elles qui seront le plus à même, avec les citoyens, de s'assurer que l'espace du débat, l'espace pour le débat démocratique, les échanges de vues avec quelques limites, mais des échanges de vues qui peuvent être robustes, qui peuvent être énergiques. Voilà, tout ça, c'est à nous aussi de nous assurer que c'est bien mis en œuvre. Moi, je tiens à dire que à l'heure actuelle, au niveau des médias sociaux, nous sommes débordés. Toutes les études qui sont faites démontrent que les propos anti-droit dominent de 1 à 8. Dominent de 1 à 8. Donc 80%. Même au niveau quantitatif, on est bien au-deçà de ce qui est propagé à l'heure actuelle. Donc, mettez-vous à vos claviers, s'il vous plaît, et battez-vous. Donc ça, c'est la première chose. On est en train de perdre ce... Vous rejoignez ce que disait Patrice Oui, tout à fait. Ouais. C'est pas que qualitatif. Il faut de la qualité aussi, mais c'est vraiment quantitatif. Il faut des champions digitaux qui soient prêts à... Même sur X ? Ah, mais bien sûr sur X, parce que il faut pas qu'on commence rien qu'à se parler entre nous. Bon là c'est bien, on le fait, on a un public qui nous semble tout, mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Comment est-ce qu'on va parler à ceux qui sont au milieu, à ceux qui ont un pied entre les deux, à ceux qui ne sont pas vraiment tentés par le fascisme ou le populisme, mais en même temps, ils ont peur, ils sont inquiets, la situation économique, l'intelligence artificielle, tout ce qui se passe à travers le monde, ça leur scie le ventre et ils sont prêts
à aller vers ceux qui proposent des solutions faciles parce qu'ils se disent, bon, ben peut-être, et nous, il faut qu'on puisse leur parler à ces gens-là. Donc, pour moi, c'est vraiment important que même dans les médias sociaux, on soit présent et qu'on trouve des techniques qui nous permettent de rentrer en dialogue. C'est un petit peu ce qu'a fait Mamdani, qui vient d'être élu maire de New York. Et pas que, il y a lui, il y a, parce que TikTok, il y a des il a leçons à utilisé retirer TikTok, de Mamdani, il y a des leçons à retirer de ce qui s'est passé aux Pays-Bas. C'est vraiment la façon dont on communique. Il faut créer quelque chose qui soit d'abord proche des gens. Donc le nationalisme, c'est pas seulement quelque chose que on devrait laisser à tous ces types d'extrême droite, c'est aussi quelque chose, moi je suis française, je suis fière d'être française et je veux communiquer sur le fait d'être français. Être nationaliste, c'est pour nous aussi. C'est à nous de reprendre ce langage et d'en faire un langage de la résistance. Les Français, c'est ceux qui se sont battus contre les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est à nous de recréer ce langage qui nous revient. Les peurs économiques, c'est à nous d'en parler aussi. Il ne faut pas laisser ces espaces à tous ces gens-là qui en profitent et qui créent des peurs sur la base même des anxiétés. Donc voilà, pour moi, il faut résister, il faut se battre, et sur les médias sociaux, il faut arriver à trouver le langage qui convainc. Voilà. Merci Agnès Calamard. Je suis malheureusement le maître des horloges. C'est absolument passionnant et c'est passionnant et passionné. Mais il nous reste normalement 5 minutes, mais on espère que le prochain débat est à 18h, qu'on pourra déborder de 5 minutes. Il nous reste 10 minutes pour que vous puissiez poser quelques questions dans la salle. S'il y a un micro qui se promène, je ne sais pas, oui, il y a quelqu'un. Est-ce qu'il y a un micro dans la salle ou bien je vais apporter le mien? Voilà, il y a un micro. L'apporter à la dame qui est derrière, oui. Pardon, oui. Merci, bonjour à tous. Bonjour, merci pour ces présentations très intéressantes. Séverine Serre, je suis l'auteur de la Fédération des juristes de France. J'assiste avec beaucoup de plaisir au débat aujourd'hui et demain. Je vous remercie pour vos débats, surtout sur l'état de droit. On a abordé beaucoup l'état de droit, comme dans le panel précédent. Donc je voudrais aborder 2 points sur les libertés individuelles et les libertés publiques. Aussi de dire à Madame d'Amnesty International, dont je respecte beaucoup les missions, je suis très admirative de tout ce que fait Amnesty International. Par contre, à ma connaissance, la CPI n'a pas qualifié ce qui se passe entre Israël et la Palestine de génocide. Et la CPI la Cour pénale internationale a même rejeté l'incrimination de crimes d'extermination dans le mandat d'arrêt qu'elle a délivré contre Netanyahou. Je me permets de le préciser parce que je suis juriste et que j'aime bien que l'information soit précise et qu'on ne Mais la Cour internationale de justice a citoyens. parlé a été très claire. La Cour internationale de justice a parlé du fait que la responsabilité des États pour la prévention du génocide était engagée. La prévention, voilà. oui, la prévention. Mais la Cour pénale internationale... Elle va prendre 10 ans pour régler ce problème-là. Donc, je voulais juste préciser ce point et vous remercier. Je voudrais juste préciser qu'effectivement, les génocides, vous avez raison, les génocides qui sont reconnus comme tels au niveau... Arrêtez-moi si je dis une bêtise. Il y a effectivement le génocide arménien, il y a le génocide juif, il y a le génocide Tutsi et le génocide de Srebrenica. Voilà ceux qui sont au... Non, il y a aussi le génocide allemand en Namibie. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça et que ce qu'on a l'impression de dire. La majorité des juristes à travers le monde, à l'heure actuelle, ont qualifié la situation à Gaza de génocide. Madame n'est peut-être pas d'accord. Moi, c'est ce que je le répète. Je précise simplement que la Cour pénale internationale, dans le mandat émis contre Netanyahou, n'a pas parlé de génocide et a même rejeté l'incrimination d'extermination. Je voulais simplement le préciser. Sur la question de l'état de droit, j'aurais une question à Monsieur Spinozzi, puisque il est très engagé et il parle de communication sur les réseaux, donc je le remercie parce qu'on est aussi aujourd'hui dans un contexte dans lequel les réseaux sociaux sont montrés du doigt et sont incriminés en fait pour malheureusement effectivement je pense un abandon effectivement du débat public
par des personnes qui corrigent les fake news et qui sont là pour justement expliquer les choses correctement aux citoyens, pour éviter les excès de part et d'autre. Et effectivement, dans le débat public en France, on a un problème, un véritable problème. Que pensez-vous effectivement de, comment dirais-je, les dérives dans le débat public par des responsables publics, notamment sur ce qu'ils présentent comme étant des innovations juridiques ou judiciaires et qui sont effectivement très inquiétantes, notamment dernièrement. Donc, alors on en a, on a un système, on a un point, il faut que on a un point répondre. qui est très important et qui revient systématiquement, c'est la question de la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, qui est extrêmement grave, que moi je dénonce. C'est un projet très grave pour la société française s'il devait être mis en place. Et le second, c'est dernièrement, là il y a quelques jours, c'est l'idée donc d'anéantir la présomption d'innocence en matière civile, purement et simplement, avec maintenant donc un système qui serait: une personne émet une facture et donc on part du principe que vous la devez et que c'est à vous d'aller prouver votre innocence au tribunal. Donc je voudrais savoir ce que vous en pensez. Merci. Ce que vous évoquez, c'est-à-dire la volonté de modifier la légitime défense, qui est aujourd'hui une des propositions qui est soutenue aussi bien par le RN, mais qui est aussi reprise par une partie en fait de la droite républicaine. Ce sont toute une série de propositions. On parle de la légitime défense, mais on pourrait parler de la question de la priorité nationale, on pourrait parler de la disparition de l'égalité des droits en ce qui concerne les étrangers. Il y a toute une série de propositions qui sont actuellement dans le débat public et qui sont effectivement véhiculées et reprises par des réseaux sociaux. Et on a dit tout à l'heure qu'effectivement les populistes étaient assez bons pour pouvoir pousser des contenus, en tout cas des idées sur les réseaux sociaux. Donc tout ça, ça fait partie du débat public. Donc de toutes les façons, nous n'avons pas à en juger. Nous devons expliquer précisément pourquoi ces propositions sont des mauvaises propositions. On reste dans des régimes démocratiques et le but, c'est de convaincre les citoyens de ne pas adhérer à ce type de proposition. Et c'est notre mission d'être capable d'expliquer pourquoi il ne faut pas qu'il y ait des modifications des règles de la légitime défense, pourquoi il ne faut pas qu'on abandonne la notion de présomption d'innocence. Y a-t-il une seconde et dernière question? Oui. Bonsoir. En fait, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir ce que chacun d'entre vous, pour éviter qu'on bascule dans un régime populiste dans 15 mois, va concrètement faire en tant que citoyen sur les 15 mois à venir. Et ça pourrait nous inspirer, nous donner des idées. Mais qu'est-ce que vous allez faire pour éviter ça? Formidable dernière question pour terminer, clore ce débat. Moi, je vous réponds tout de suite. Voilà, je suis en train de le faire. C'est-à-dire que moi, j'ai écrit un livre. Voilà. Outre, je vous passe le fait que tous les jours, je suis devant les juridictions en train de défendre les libertés fondamentales et vos libertés, votre droit de manifester, etc. Ce que j'ai fait en plus de mon métier, c'est un, écrire un livre, et deux, venir ici. Hier, j'étais à Dijon et ce matin, j'étais dans une salle de classe. Et la semaine prochaine, je suis à l'ambassade franco-allemande. Donc, j'ai un nouveau métier qui est d'être le VRP de l'état de droit. Voilà. Donc moi j'ai répondu à votre question. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Donc qu'est-ce que vous allez faire d'autre pour aller adresser les publics non convaincus? J'ai ouvert un compte Instagram. J'essaye. Non, mais c'est la question. Enfin, c'est la seule question qui vaille. J'ai ouvert effectivement un compte Instagram. Deux, je suis en train d'essayer de réfléchir à savoir comment on peut véhiculer du contenu sur Instagram. Je passe mes journées à aller dans des universités. Aujourd'hui, j'ai un deuxième métier, qui est la valorisation de l'état de droit. Donc, mais c'est la continuité de mon métier principal. Moi, je pense que vous avez parfaitement raison, et je pense que nous sommes convaincus. Donc, nous qui sommes convaincus, il faut qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, tous. Et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas compliqué, c'est comme dans les programmes de développement personnel. Chacun a vocation à se dire, cette semaine, je vais faire quelque chose que je n'aurais pas fait, normalement, pour défendre une liberté, l'état de droit, etc. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être quand vous êtes dans une réunion dans des amis, et qu'il y a une conversation qui roule, comme c'est le cas habituellement, où on vous dit de toutes les façons, les juges, c'est tous des gauchistes, de toutes les façons, c'est normal, l'état de droit n'existe plus, de toutes les façons, le RN va nécessairement gagner. Il faut y aller. Il faut aller dire, je suis pas d'accord, en fait. Et là, tout le monde vous tombe dessus, et vous allez passer 1 heure
à expliquer à des gens que vous n'êtes pas d'accord et pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Voilà. Et c'est pas confortable. Hein. Il y a des moments où moi-même, si vous voulez, je passe à autre chose. Mais c'est ça. Il faut réfléchir et une fois par semaine, faire quelque chose, soit dans votre activité professionnelle, soit dans votre activité professionnelle, personnelle ou professionnelle, dont vous vous dites, je ne l'aurais pas fait naturellement, et c'est une défense de l'état de droit. Darline Cottière. Alors moi, très rapidement, en 2 mots, donc c'est éduquer, sensibiliser, aller vers les publics fragilisés pour leur montrer des exemples concrets de dérives, d'atteinte à la liberté de la presse, d'atteinte à la démocratie, où ça peut mener, et leur montrer aussi, quand ça bascule de l'autre côté, ce que cela implique pour les citoyens. Tout simplement. Moi, je dirais, alors il y a le programme Renvoyé spécial de la Maison des journalistes, effectivement, où... C'est ce qu'on fait à travers ce programme Renvoyé spécial. Merci de me donner l'occasion de le rappeler. Donc, on va vers des jeunes, dans les quartiers, on va dans les salles de classe, on va dans les prisons, on va vers des personnes radicalisées, justement, pour leur montrer que c'est pas une fable. Voilà, l'atteinte à la liberté de la presse, la liberté d'expression. Voilà où est-ce que ça peut mener. Donc, il y a des personnes qui sont tuées, il y a des personnes qui sont emprisonnées au nom de ces valeurs-là, et ça peut susciter un ensemble de conflits. Donc, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui dans le monde, des conflits un peu partout, tout près de nous et plus loin. Et donc, ça, c'est très important de faire ce travail d'éducation et de sensibilisation auprès de ces différents publics. Et alors, d'ailleurs, il y a énormément de journalistes. Ça s'est accéléré avec les attentats de Charlie Hebdo en 2015, qui se lancent dans l'éducation aux médias, qui vont au contact effectivement des publics comme ça. Alors, je prendre un exemple personnel, mon épouse, justement après 2015, qui est journaliste, maintenant elle fait notamment dans les prisons, et ce qui était assez inquiétant, dans les prisons, elle va dans les prisons pour faire de l'éducation aux médias, et quelle est l'émission la plus regardée et celui qui est le plus apprécié souvent auprès des prisonniers avec qui elle est en contact, c'est Cyril Hanouna. Voilà. Donc effectivement, il y a un gros travail à faire. Le mot de la fin, ce sera pour vous, Agnès Calabar. Moi, j'ai une chance énorme, c'est que je travaille pour Amnesty International. Donc, ce que j'ai l'intention de faire au cours des mois à venir, en tout cas, c'est de travailler avec mes collègues sur notre stratégie anti-autoritarisme, notre modèle de résistance. Nous sommes une grande organisation, nous avons des membres à travers le monde, 10 millions à peu près, 72 sections dans 72 pays. Donc c'est une énorme chance de pouvoir travailler avec ces outils-là, mais il faut qu'ensemble nous réfléchissions pour s'assurer qu'on a l'impact désiré. Il faut faire de l'autocritique, y compris par exemple sur la question que vous venez de poser, sur le fait qu'on ne s'adresse en général qu'à des publics conquis. Donc pour nous, c'est le grand défi. C'est ce que nous avons l'intention d'essayer ce défi auquel nous avons l'intention de répondre au cours des mois à venir. C'est pas de trouver de nouveaux membres en tant que soi, c'est de s'assurer qu'il y a un public qu'on appelle le public du milieu, les publics un peu frileux. Et c'est à eux c'est avec eux qu'on veut pouvoir travailler. Donc ça va être l'un de mes grands travaux de l'année. Et sinon, je vais continuer à dénoncer haut et fort, quelles que soient les menaces, quelles que soient les attaques et les tentatives de censure. Je continuerai à dénoncer l'agression russe en Ukraine et le génocide israélien à Gaza et beaucoup d'autres choses, y compris au Soudan, et les exactions commises dans nos soi-disant démocraties ou démocraties qui sont encore un peu démocratiques mais qui deviennent de plus en plus illibérales. Voilà. Merci beaucoup Agnès Calabar. Merci également Patrice Spinozzi et Darline Cottière. Merci à vous pour votre écoute. À monsieur pour sa dernière question qui vraiment, elle terminait très bien ce débat. Merci.